Tous, je voudrais d'abord remercier Marie-Daphné Perrin pour l'organisation de ce colloque qui me donne le plaisir de retravailler avec elle et puis d'avoir organisé ce dialogue pluridisciplinaire sur la question de la vulnérabilité entre notamment droit, philosophie, sociologie. Alors vous avez déjà entendu des collègues hier philosophes, Guillaume Leblanc et Patrick Savidan. Vous allez voir on est tous très proches et en même temps on a une pluralité de voix. Je n'ai pas nécessairement la même démarche ou la même méthode qu'eux. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet compte tenu du temps imparti. Et essayer de vous amener avec moi en fait en contexte médical et plus particulièrement en contexte hospitalier qui n'épuise pas le contexte médical mais spécifiquement donc aujourd'hui en contexte hospitalier. En fait, pourquoi ? Parce que ce que je souhaiterais vous faire partager, c'est une interrogation sur la relation qui est posée entre la capacité d'un individu à prendre une décision pour lui-même ou à participer à la décision lorsque celle-ci se fait de façon collégiale, et la notion de vulnérabilité qu'on va employer pour désigner l'état de cette personne. Quel est le lien qu'on établit dans la plupart des cas? Est-ce que ce lien est fondé et que peut-on en penser? Alors, je mettrai de côté en fait la dimension juridique, en tout cas je ne la commenterai pas plus avant, qui est associée à cette capacité à décider pour soi-même. En contexte médical, on distingue, je le dis très rapidement, des personnes majeures et des personnes mineures ou majeures sous tutelle notamment, pour indiquer qui décide de la prise en charge médicale et de son contenu. Et depuis 2002, la loi indique que toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu'il lui fournit, les décisions relatives à sa santé. Mais toute personne, donc pour autant qu'elle est majeure et jugée compétente. Alors, cette question d'être jugée compétent, c'est tout l'enjeu et le problème des équipes médicales qui sont confrontées à diverses catégories de patients. Et donc, mon intervention, elle sera centrée sur la manière dont les équipes médicales sont amenées à se poser cette question, de savoir si les personnes sont compétentes, en lien ou pas avec un degré plus ou moins fort de ce qu'elles estimaient de sa vulnérabilité, et notamment donc des caractéristiques qu'on va rattacher au psychique, aux capacités de jugement, capacités cognitives, et aussi bien sûr à l'état physiologique de la personne. Alors, le droit, bien sûr, n'est pas étranger à cette perspective de l'évaluation des capacités, puisque même dans le cas des mineurs, par exemple, ou des majeurs sous tutelle, il indique que le consentement doit être systématiquement recherché si la personne est apte à exprimer sa volonté ou à participer à la décision. Et à l'inverse, une personne majeure, dans la mesure où elle n'est pas jugée apte à participer à cette décision, voilà, ne sera un peu mise de côté par rapport au processus décisionnel. Donc toute la question, c'est bien de savoir comment on va juger qu'un patient, en contexte hospitalier, est apte ou pas à participer à la décision ou à la prendre pour lui-même. Alors cette capacité d'un individu à prendre une décision pour lui-même, lorsqu'elle s'actualise, elle renvoie à une dimension essentielle de la liberté, même si elle n'épuise pas le sens qu'on peut accorder à celle-ci. Je décide pour moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas tributaire du pouvoir arbitraire d'autrui et de ses désirs. Aucun despote, aucun tyran ne dirige le cours de ma vie. Je ne suis pas soumis à la volonté d'autrui, fût-elle bonne. Et ça, ce point est tout à fait essentiel, car décider pour soi-même n'équivaut pas seulement à n'être pas soumis à la volonté d'autrui. Parce que c'est aussi en actualisant des capacités personnelles qu'on est à même d'orienter son existence indépendamment du regard et du jugement d'autrui, même si ceux-ci sont bienveillants et bien orientés. Enfin, il me semble que dans l'idée de capacité à décider pour soi-même, il y a encore autre chose. Lorsque je suis à même de prendre une décision, cela signifie que je n'agis pas impulsivement, sur un coup de tête, au gré de ma fantaisie, en m'exposant à l'instant d'après au regret ou à la culpabilité. Donc cette idée d'une capacité à prendre une décision pour soi-même, elle renvoie aussi à l'idée, alors elle s'exprime de façon très forte dans le sens étymologique de la notion d'autonomie, cette idée de se donner à soi-même une loi, mais en tout cas cette capacité à décider pour soi-même, elle indique bien l'idée que l'individu n'agit pas par caprice, mais parce qu'il s'est donné une orientation de vie. Donc il a exercé une faculté de délibération, d'évaluation
et aussi, j'y reviendrai, une sorte de tempérance par rapport à ses propres désirs. Alors aujourd'hui, nombre de sociologues soulignent que cette capacité fait l'objet d'une forte valorisation, perceptible dans tous les domaines de l'existence et effectivement jusque dans l'hôpital. Alors qu'est-ce qui se passe quand les équipes médicales, les proches, voire les patients eux-mêmes s'interrogent sur leur capacité à décider pour eux-mêmes? Alors c'est à ce moment-là que, entre autres choses, intervient dans les propos des équipes médicales, dans la littérature médicale, dans la littérature éthique qui analyse les décisions médicales, la notion de vulnérabilité. Cette notion de vulnérabilité, en fait, elle est utilisée dans ce contexte-là pour désigner un certain nombre d'états, extrêmement diversifiés d'ailleurs, qui, une fois effectifs, permet de dire que la personne n'est pas apte ou ne va pas être jugée capable de participer, voire de prendre une décision pour elle-même. Alors, la vulnérabilité, au sens étymologique du terme, en tant que capacité à être blessée, elle ne constitue pas nécessairement un obstacle à la prise de décision autonome. Elle le devient lorsqu'elle s'actualise. Par exemple, la douleur est si intense et continue qu'elle m'empêche de penser, de me concentrer sur quoi que ce soit. Une affliction insurmontable brouille mes réflexions. Un délire, une forme de démence ou de folie, ou encore un état de dépendance sociale tel que je vais me concentrer uniquement sur les modalités de ma survie matérielle. Et enfin, chose qu'on observe souvent en contexte médical, tout ce qui peut être lié au domaine de l'addiction, à la dépendance à l'égard de certaines substances dont on estime qu'elles empêchent effectivement de participer à la décision de façon compétente, de façon justifiée. Donc c'est bien, à travers ces petits exemples, c'est bien quand la vulnérabilité s'actualise sous une forme ou sous une autre, qu'on y fait référence pour justifier en fait un changement dans le processus de décision médicale et dans le fait qu'on va déléguer à autrui de façon plus ou moins forte, et notamment à l'équipe médicale, le fait de prendre la décision. Alors moi, ce que je voulais interroger, c'est ce lien en fait de cause à effet d'un jugement négatif ou d'un jugement sur la vulnérabilité d'autrui au fait qu'on délègue la décision à son égard dans les mains de l'équipe médicale que je voulais interroger. Alors effectivement, le contexte hospitalier, il est un lieu privilégié pour poser cette question, même s'il est loin d'être le seul, parce que l'hôpital, pour certaines pathologies en tout cas, est un lieu de décision qu'on peut qualifier d'essentiel au sens d'existentiel. Ces décisions concernent parfois le fait même de vivre, en tout cas des formes de vie, la manière dont on entend pouvoir mener son existence, etc. Et donc la décision, elle n'est jamais ou rarement seulement une décision sur la prise en charge thérapeutique, la meilleure prise en charge thérapeutique, mais elle a aussi des implications marquées sur la vie que la personne peut vouloir mener et les formes qu'il entend conserver à son existence. Alors, dans le contexte de ce type de décision, effectivement, les équipes médicales sont continuellement confrontées à ce qu'elles estiment être des formes de vulnérabilité actualisées chez les patients, soit en raison d'une souffrance physique extrêmement forte qu'on n'arrive pas à apaiser, soit en raison d'une combinaison de cette souffrance, de la perspective de la mort prochaine et de l'angoisse que cela suscite, ou en tout cas d'un questionnement sur son existence, sur ce qu'on va être capable de faire à l'avenir en fonction de la pathologie. Et les équipes médicales, d'une certaine manière, elles ont pour objectif premier de remédier à cette vulnérabilité effective en tentant de guérir, quand cela est possible, le malade. Mais au moment même où elles doivent prendre la décision concernant les patients, elles sont confrontées à la question du rôle qu'elles vont donner à cette vulnérabilité effective. Est-ce qu'elles vont en faire le levier, le pivot d'une sorte de retrait du patient hors de l'espace de la décision ou pas? Alors, je vais très vite et il faudrait rentrer dans un niveau de raffinement beaucoup plus nourri que ce que le temps le permet, mais il y a des motifs de façon grossière, une série de motifs qui sont clairement identifiés comme des motifs qui vont effectivement conduire à déclarer le patient incapable de décider pour lui-même, au-delà même de la qualification juridique dont il fait l'objet. Tout d'abord, c'est le motif, effectivement, dont j'ai déjà parlé, celui de la souffrance, celui de la douleur, en fait, qui, je reprendrai les termes ici de Hannah Arendt, la souffrance est telle que l'être humain ne peut plus avoir l'espace de liberté nécessaire pour pouvoir continuer un rôle actif
dans sa propre histoire. Donc c'est la souffrance et la douleur, effectivement, comme ce qui invalide notre capacité à décider. Et d'une certaine manière, le phénomène ou les phénomènes de l'addiction peuvent être analysés de façon analogique parce qu'ils sont perçus comme plongeant la personne dans un effet de manque tel que la personne ne peut plus appréhender les enjeux de la décision. Alors, certains, si on va à la limite de ce point, certains états pathologiques, évidemment, de toute façon, qui ne s'accompagnent pas nécessairement de douleur, rendent inconcevable la participation du sujet à la décision qu'il concerne. Je pense aux patients qui sont très diminués, très faibles, mais aussi au cas de patients en situation de coma neurovégétatif chronique. Mais au-delà donc de ces éléments physiologiques, douleur ou état tellement affaibli, voire inconscient, que la personne ne peut pas participer à la décision, il y a d'autres motifs pour lesquels on va invalider, au nom de sa vulnérabilité, une capacité de la personne à participer à la décision. Ces éléments sont les suivants. Il y a tout d'abord la mise en cause de la faculté de jugement de la personne. Donc, notamment, on peut identifier ou assigner des pathologies psychiatriques chez des patients qui vont invalider cette capacité à décider, ou en tout cas être jugées comme des raisons suffisantes pour invalider la capacité à décider. Un exemple très concret, même si la situation a un peu évolué, dans les débats, les discussions au chevet du patient sur la fin de vie, on peut décider de diagnostiquer un patient comme étant en état dépressif et dans ce cas-là, assimiler une demande d'assistance en vue de mourir à l'expression d'une dépression et ne pas vouloir l'écouter pour elle-même. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire oui ou non pour les équipes médicales, mais simplement comment on va qualifier la demande. Si on l'assimile à une dépression, ce qui entraîne automatiquement effectivement une prise en charge médicale et médicamenteuse, on ne va pas l'écouter pour elle-même. On va estimer que la personne a perdu une capacité à appréhender de façon pondérée, de façon compétente le cours de sa vie et qu'elle doit être soignée pour sa dépression. Dans d'autres cas, c'est un phénomène qu'on observe notamment en gériatrie et qui n'est pas encore qualifié en termes de catégorie ou de nosologie médicale de façon très systématisée, mais qui est très intéressant pour la réflexion qui nous occupe. Dans d'autres cas, ce qui va être jugé comme manquant au patient, c'est l'impulsion à vivre, le désir de vivre, l'impulsion vitale. On parle par exemple d'émoussement en fait, de la volonté de vivre. Et quand on qualifie un patient comme émoussé ou ayant perdu son désir de vivre, sa volonté de vivre, on estime qu'il est, par sa pathologie, devenu si vulnérable qu'il a perdu cet élan vital et donc une forme de capacité à évaluer, à juger de sa vie. Enfin, je dirais qu'il y a un autre cas de figure pour lesquels on va estimer qu'une personne n'est plus en mesure de bien juger et donc de participer à la décision, c'est lorsqu'on estime que les désirs sont déraisonnables. Alors, toutes les discussions qu'on a depuis, je dirais, au moins une quinzaine d'années, voire plus, en France, sur les processus de procréation médicalement assistée, sont des très bonnes illustrations de ce type de situation, puisqu'elles mettent à jour, elles rendent publiques des discussions entre les équipes médicales de procréation médicalement assistée et des patients, et des patientes surtout, où se joue effectivement l'évaluation d'un désir de maternité, d'un désir de parentalité. Et je voudrais citer, pour illustrer simplement ce point, un texte de René Friedman qui s'intitule « Face aux maternités impossibles », entre guillemets, qui a été publié en 2009, où il dit la chose suivante. « Nous avons donc à la fois la possibilité d'ouvrir des portes et une certaine difficulté à faire comprendre qu'elles peuvent se refermer, et même parfois qu'elles doivent se refermer. La discussion avec la mère va s'engager de la façon suivante. Mais docteur, ce n'est pas vous qui allez l'élever, moi je sais ce que je veux, je ne peux pas, et donc je vous demande de le faire. Ce à quoi je vais me voir obligée de répondre, oui mais ce n'est pas vous qui allez le tuer, c'est moi et moi je ne peux pas le faire. Donc là on voit bien comment est mis en scène une confrontation en fait entre un désir qui va être jugé comme non recevable et le point de vue médical qui va être celui qui vient rétablir d'une certaine manière un ordre pondéré des choses. Alors par rapport à ces différents cas de figure, on retrouve
j'avoue que je ne m'y attendais pas, et c'est sans doute un prisme de ma formation disciplinaire, les 3 éléments qui ont été mis en avant par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, lorsqu'il a justement travaillé la question de la prise de décision. Comment on prend des décisions. Alors, pour lui, cela renvoie à une capacité de jugement et d'évaluation, à une impulsion vers la décision, un désir ou une volonté, donc cette impulsion vitale dont je parlais tout à l'heure, et enfin à une forme de tempérance. Donc cette tempérance qui justement est perçue comme étant absente dans des désirs qui sont jugés déraisonnables. Donc il y a ces 3 éléments en fait, donc résumés par Aristote, qui mettent qui sont présents en fait dans les moments où on va assigner une forme de vulnérabilité à la personne au sens d'une incapacité à participer à la décision ou à décider pour elle-même. Il me reste 5 minutes ? 5 minutes. 5 minutes, ok. Donc voilà, alors ceci étant dit, en fait, si on s'en tient là, je pense qu'on ne fait pas justice et simplement qu'on a manqué des éléments d'observation de ce qui se passe aujourd'hui au quotidien dans les hôpitaux, parce que ce que j'ai brossé là, en fait, c'est un tableau où les équipes médicales, finalement, vont être amenées à décider elles-mêmes ou à évaluer la capacité de décision des patients, donc au nom, je pense, de ces 3 éléments bien synthétisés par la pensée d'Aristote. Et donc, finalement, ce sont elles qui vont être, dans la pratique, les bornes de la capacité à décider du patient dans le cadre juridique qui leur est donné. Ceci étant dit, moi, il me semble que, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui à observer des pratiques hospitalières diverses, c'est qu'elles ne sont pas prisonnières, en fait, de ce modèle de la bonne décision, marqué donc par la tempérance, la capacité à juger et l'impulsion vitale. Qu'il y a une réflexion critique qui est à l'œuvre, bon, voilà, dans l'institution hospitalière et qui se développe de façon très créative pour trouver, en fait, des alternatives à ce modèle de la bonne décision, donc de la bonne capacité à décider, qui doit être fondée donc sur cette absence de vulnérabilité, entendue comme capacité à juger, impulsion vitale et tempérance. Alors, pourquoi il y a tout un travail et une recherche de solutions alternatives ? Je pense qu'il y a 2 raisons principales à cela, et je les pointerai avant d'arriver à ma conclusion. Il y a une première raison qui a été la mise en avant ou la prise de conscience très marquée dans la littérature médicale que la capacité à décider des patients ne tenait pas nécessairement à eux seuls, comme si on pouvait envisager cette capacité de décision à partir d'individus isolés et coupés finalement du reste du monde, mais à partir des conditions ou du contexte, et j'aime beaucoup l'expression de 2 personnes qui ont travaillé sur le handicap et l'autisme, Marie-France Espagnol et Elisabeth Chancerelle, qui ont parlé d'un espace de décision. Quel est l'espace de décision de ces personnes ? Et cet espace de décision, finalement, il renvoie moins aux capacités qui seraient personnelles, individuelles, qu'à donc cette interaction entre le patient et son environnement. Est-ce que est-ce que l'espace de décision est suffisamment large, finalement, par les possibilités concrètes et matérielles qu'il offre, par les relations sociales dans lesquelles l'individu est inséré, pour que la personne puisse vraiment prendre une décision pour elle-même, en bonne et due forme. Donc, la mise en avant, en fait, de cet espace de décision, qui peut être plus ou moins restreint, permet aux équipes médicales et aux patients de réélargir la réflexion, de rouvrir un certain nombre de pistes pour finalement dépasser des frontières invisibles qui bornent la capacité de l'individu à décider. Et je pense que tout le travail qui a été fait aussi en direction de créer des formes particulières de prise en charge pour les personnes précaires, les personnes qui sont dans la rue, dont on sait que l'absence de maison ne va pas favoriser la prise de médicaments, enfin je prends un exemple parmi d'autres, participe aussi d'une telle réflexion sur l'espace de décision. Et puis, le deuxième et dernier point aussi qui est particulièrement intéressant dans ce travail au quotidien de certains services hospitaliers ou de certaines spécialités plus que d'autres par la situation pathologique de leurs malades, c'est le travail qui est fait en direction de recréer un lien entre l'équipe médicale et le patient, qui permettent des discussions entre eux, ni orientées vers une
totale délégation de la décision à l'équipe médicale, ni une prise de décision totale par le patient. Bon, on parle de décision partagée, je ne sais pas si c'est la bonne expression, et puis il y a un certain nombre d'illusions qui sont aussi greffées sur cette expression, mais en tout cas, c'est l'idée qu'un patient peut être à des degrés divers, acteur de sa décision, qu'on peut saisir certaines choses de ce qu'il aurait voulu, de ce qu'il souhaiterait, de ce qui serait bon pour lui, de son point de vue à lui, sans nécessairement qu'on soit dans un modèle binaire ou délégation ou décision pleine et entière. Voilà, donc je vais conclure sur ça, et je conclurai notamment en fait sur une encore dernière citation de l'éthique à Nicomaque d'Aristote que je trouve très intéressant pour penser ces décisions qui ne sont peut-être pas totalement satisfaisantes, ces processus décisionnels un petit peu mixtes, mais qui rendent compte aussi de la réalité et du travail qui est fait, parfois dans un contexte de revendication et de lutte de la part des patients, mais du travail qui est fait en contexte hospitalier. Aristote, en fait, évoque ce qu'il appelle des décisions mixtes, c'est-à-dire qui sont à la fois volontaires et contraintes. Et il prend l'exemple d'un capitaine de bateau qui va jeter par-dessus bord sa cargaison au moment d'une tempête. Et il dit la chose suivante: dans l'absolu, personne ne se débarrasse ainsi de son bien volontairement. Mais quand il s'agit de son propre salut et de celui de ses compagnons, un homme de sens agit toujours ainsi. Volontaires sont donc les actions de ce genre, quoique dans l'absolu, elles soient peut-être involontaires, puisque personne ne choisirait jamais une pareille action en elle-même. Et je pense que beaucoup de décisions que l'on prend pour soi-même quand on est hospitalisé, malade et éventuellement même confrontés quand même à un danger de mort prochaine, sont de ce type. On ne les prendrait jamais dans l'absolu, mais elles sont de bon sens et elles sont construites, si possible, dans une forme de concertation dans le contexte qui est donné, pathologique, des possibilités de guérison ou pas, et institutionnel ou hospitalier. Voilà, je vous remercie. Merci.